Bienvenue sur Icônes et Silence le Sanctuaire, où les mythes d'Hollywood murmurent enfin leurs vérités inavouables. Fixez ce visage une ultime fois. C'est celui de Charles Bronson. Un faciès qui ne semble pas être né d'une mère, mais taillé au burin, à même le granit d'une falaise, sillonné par des crevasses profondes et dominé par un regard plissé, dissimulant une mélancolie abyssale. Pour des millions de Français ayant grandi devant la télévision des années 70 et 80, il demeurera l'incarnation absolue de la virilité brute, ce monstre sacré, capable de rivaliser de charisme avec notre Alain Delon national. Dans la mémoire collective, il reste gravé comme l'homme au pistolet, le justicier urbain implacable, cette force de la nature qui ne tremblait jamais et dont l'économie de mots valait tous les discours du monde. Pourtant, il existe une réalité déchirante, une fêlure secrète que les projecteurs aveuglants de la gloire et du box-office ont soigneusement maquillée pendant plus d'un demi-siècle de carrière. Derrière cette carapace de cuir et cette armure impénétrable, survivait une âme littéralement couverte de cicatrices psychiques, des plaies vives qui ne se sont jamais réellement refermées. Lorsque les feux de la rampe se sont estompés et qu'il a dû affronter le crépuscule de son existence en 2003, Charles Bronson n'était plus ce héros invincible. Dans le silence fracassant de la vieillesse, il s'est retrouvé seul face à 4 démons. 4 spectres terrifiants qui l'ont traqué sans relâche de son premier cri dans une modeste cabane de Pennsylvanie jusqu'à son dernier souffle sur un lit d'hôpital. Ce n'étaient pas des antagonistes de cinéma en carton-pâte, mais des forces destructrices bien réelles qui lui avaient dérobé son innocence et sa paix intérieure. Des ennemis auxquels il n'a jamais accordé la moindre once de pardon. Comment une icône mondiale adulée par la France entière, comme l'un des siens, pouvait-elle porter en elle une telle rage volcanique, toujours prête à entrer en éruption? Pourquoi cet homme qui avait fini par tout posséder, argent, gloire et femme, se sentait-il éternellement comme un paria, un étranger dans son propre costume de star? La réponse gît profondément enfouie dans un passé lointain et douloureux, à l'époque où un petit garçon nommé Charles Bushinsky connaissait une misère si humiliante qu'il fut contraint de porter la robe de sa sœur pour se rendre à l'école, faute de posséder un simple pantalon. Cet épisode marqua le début d'une guerre intime et furieuse pour s'extirper des ténèbres de la mine de charbon. Un combat acharné qui a forgé sa légende d'acier, mais qui a irrémédiablement brisé quelque chose dans son cœur d'enfant. Pour saisir toute la profondeur de ce silence qui le caractérisait, nous devons remonter le cours du temps, retourner là où le destin lui a déclaré une guerre, sans merci, avant même qu'il n'ait appris à lever les poings pour se défendre. Il réside une ironie mordante, presque cruelle dans la trajectoire de Charles Bronson. C'est l'une de ces revanches silencieuses que l'histoire réserve parfois aux âmes blessées par la vie. Alors que sa propre patrie, l'Amérique, ne voyait en lui qu'un visage trop dur, une gueule ravinée bonne uniquement à jouer les seconds couteaux, les bandits mexicains ou les Indiens stéréotypaient la France et le vieux continent lui ont offert un trône impérial. C'est ici, sur notre sol européen, que l'ancien mineur de fond silicosé s'est métamorphosé en roi du 7e art. Ce n'était pas un simple succès commercial, c'était une véritable histoire d'amour passionnel et fusionnel entre un public latin et un homme qui n'avait nul besoin de verbe pour imposer sa présence. À la fin des années 60, un phénomène culturel rare s'est produit. Le visage buriné de Bronson est devenu le paysage cinématographique favori des Français, remplaçant les jeunes premiers trop lisses. Rappelez-vous l'année 1968, une année de révolution dans les rues, mais aussi sur les écrans. Dans les salles obscures de Paris et de province, une affiche mythique réunissait 2 géants dans le film « Adieu l'ami ». D'un côté, Alain Delon, la beauté froide, angélique et féline, le samouraï français par excellence. De l'autre, Charles Bronson, le rock américain inébranlable, l'homme de la terre de la sueur et du labeur. Ce duo improbable et magnétique a fasciné la France entière, créant une alchimie parfaite. Dans ce chef-d'œuvre, Bronson n'a même pas eu besoin de jouer la comédie.
Il s'est contenté d'être là, massif, imposant une autorité naturelle et une densité physique qui ont instantanément conquis le cœur du public hexagonal. Chaque scène où il allumait une cigarette avec ses gestes lents et précis devenait un moment de culte cinématographique, une leçon de présence. Chaque regard lancé sous ses paupières lourdes chargées de secrets valait plus que 1000 lignes de dialogue écrites par les meilleurs scénaristes. Pour les spectateurs français sortant d'une décennie de bouleversements sociaux, Bronson représentait une stabilité brute, une force tranquille et rassurante qui semblait murmurer que l'on peut survivre à tout même au pire des destins. C'est cette aura unique, quasi mystique, qui a poussé le maestro Sergio Leone à le choisir, envers et contre tous, pour son chef-d'œuvre « Il était une fois dans l'Ouest ». Alors que les producteurs américains réclamaient des stars au visage lisse et rassurant, Leone exigeait le visage de Bronson, car disait-il c'était le seul visage capable d'arrêter une locomotive en pleine course. Et le maître italien avait raison, le personnage de l'homme à l'harmonica est devenu l'une des figures les plus emblématiques et indélébiles de toute l'histoire du cinéma mondial. Cette mélodie lancinante d'Ennio Morricone et ses yeux plissés scrutant l'horizon aride sont gravés à jamais dans notre mémoire collective. Mais la France lui a offert bien plus que des westerns poussiéreux. Avec Le Passager de la pluie de René Clément, il a prouvé au monde qu'il pouvait aussi incarner une sensibilité à fleur de peau et une intelligence émotionnelle surprenante, bien loin de la brute épaisse que Hollywood voulait qu'il reste éternellement. Il était devenu une icône pop, un symbole universel, au point qu'à cette époque glorieuse, on disait souvent qu'il était plus célèbre en Europe que le pape lui-même. Pourtant, au milieu de cette adoration quasi religieuse, un vide immense, persistait un gouffre que ni les applaudissements, ni les récompenses ne pouvaient le combler. Le public voyait un dieu de l'écran, un homme fait d'acier trempé et de certitude, mais personne ne percevait l'homme qui suffoquait littéralement sous le poids écrasant de sa propre image publique. La gloire est une drogue puissante, certes, mais elle possède des effets secondaires dévastateurs, surtout pour un homme qui, depuis l'enfance, n'a jamais appris à faire confiance au monde extérieur. Alors que les cinémas des Champs-Élysées affichaient son nom en lettres de néon géantes, Charles Bronson commençait à sentir les murs de la célébrité se refermer sur lui, exactement comme les parois oppressantes de la mine de son enfance. Il avait conquis le monde, oui, il était au sommet, mais il allait très bientôt découvrir l'envers du décor. Il allait apprendre à ses dépens que le succès a un prix exorbitant et que les créanciers de la gloire sont souvent bien plus cruels et exigeants que la pauvreté elle-même. Car derrière les paillettes du Festival de Cannes et les chèques mirobolants qui faisaient de lui l'acteur le mieux payé de la planète, une ombre menaçante et froide grandissait. C'est à cet instant précis que le deuxième ennemi de Charles Bronson est sorti de l'ombre pour resserrer son étreinte mortelle, l'hypocrisie impitoyable de la machine hollywoodienne. Les mêmes producteurs qui 10 ans plus tôt avaient rejeté avec mépris son visage rugueux en le traitant de gueule cassée invendable, se bousculaient désormais à sa porte avec des contrats en or. Mais ils ne cherchaient pas l'acteur sensible qui avait ému la France dans Le Passager de la pluie. Non, il voulait la bête, il réclamait le sang et la violence. Avec le succès phénoménal et controversé de la saga Un justicier dans la ville, où Death Wish Hollywood a enfermé Charles Bronson dans une cage dorée dont il ne trouverait jamais la clé pour s'évader. Il est devenu le prisonnier de sa propre caricature forcée, contractuellement de répéter inlassablement le même rôle de redresseur de tort taciturne et violent encore et encore, jusqu'à l'écœurement total. Imaginez la torture psychologique d'un homme qui rêvait secrètement d'être un artiste peintre délicat, qui passait ses heures libres à peindre des toiles pour s'évader, mais que le monde ne voulait voir qu'une arme au poing. Au fond de lui, Charles n'aspirait qu'à la quiétude de son atelier, à coucher des couleurs douces sur des toiles pour fuir la laideur du réel. Pourtant, chaque matin, le destin lui imposait une autre réalité, celle de saisir un revolver pour assouvir les pulsions sanguinaires du box-office mondial.
La machine hollywoodienne l'a vidé de sa substance pour le réduire à une simple étiquette commerciale, une vache à lait, générant des milliards, en piétinant sciemment la moindre parcelle d'humanité qui vibrait encore en lui. La presse intellectuelle, avec son arrogance habituelle, le traitait de fasciste ou de bloc de granit inexpressif. Ses critiques n'ont jamais su lire entre les lignes, ni percevoir l'immense lassitude qui voilait son regard. Mais au milieu du vacarme assourdissant des plateaux de cinéma, un vieux démon de son enfance a commencé à remonter des abysses. La frénésie des équipes techniques, les hurlements des réalisateurs et le crépitement incessant des flashs. Tout ce chaos ne faisait que reconstruire pierre par pierre la prison mentale qu'il fuyait depuis toujours. Soudain, il n'était plus la star internationale, mais ce gamin terrifié au fond d'une mine de Pennsylvanie. Cette claustrophobie dévorante, cette peur viscérale de l'enfermement souvenir d'une époque où il risquait sa peau pour $1, la tonne de charbon, revenait l'étrangler alors même qu'il trônait au sommet d'Hollywood. Le sentiment d'exploitation était identique, sauf que cette fois, les bourreaux n'étaient bien plus des contremaîtres couverts de suie, mais des exécutifs en costumes italiens qui, contrat après contrat, lui dérobaient son âme image après image. Avec un cynisme qui faisait froid dans le dos, il se comparait lui-même à une vulgaire savonnette, un produit de consommation courante, qu'on use jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cette réalisation brutale l'a conduit à s'isoler davantage, bâtissant une muraille de silence entre sa vérité et le monde extérieur. S'il fuyait les micros et les soirées mondaines, ce n'était nullement par mépris, mais par pur instinct de conservation animale. Il avait trop bien compris les règles de cette jungle, montré une faille et les vautours vous dévoreront jusqu'à l'os. Il n'avait d'autre choix que de visser sur son visage ce masque impassible, dur comme le roc. Le public idolâtrait cette façade de dur à cuire sans se douter qu'elle asphyxiait l'homme en dessous. Certes, les comptes en banque débordaient et la gloire était là, mais il avait payé le prix fort, la perte absolue du droit à la faiblesse. Néanmoins, au cœur de cet ouragan déshumanisant, subsistait un îlot de tendresse, un sanctuaire inviolable, où le guerrier pouvait enfin poser son armure et redevenir simplement Charles. Ce havre de paix, c'était son clan, et surtout une femme, l'unique personne capable de déchiffrer ses silences et de voir l'artiste derrière la brute. Il s'imaginait naïvement avoir érigé une forteresse imprenable pour mettre les siens à l'abri du besoin et du danger. Il pensait que sa fortune colossale suffisait à tenir le malheur en respect, mais il avait oublié que le destin est le plus sadique des scénaristes, gardant toujours en réserve ses coups de théâtre, les plus dévastateurs pour l'acte final. Il allait découvrir à ses dépens que l'adversaire le plus redoutable n'est pas une crapule qu'on peut éliminer d'une balle de 357 Magnum. Le drame a fracassé sa porte sans sommation, pulvérisant le mythe de l'invincibilité. Ce troisième ennemi venu réclamer son dû n'avait ni visage, ni conscience, ni la moindre pitié. Il portait un nom clinique froid comme la mort, la maladie. Jill Ireland, la seule femme ayant su apprivoiser le cœur sauvage de l'ex-mineur, reçut le verdict cinglant d'un cancer du sein. Pour Charles Bronson, ce diagnostic marqua le début d'une descente aux enfers, une torture psychologique bien plus insupportable que toutes les cicatrices physiques accumulées durant sa rude jeunesse. Durant de longues années interminables, le monde entier a été témoin de l'effondrement progressif et déchirant d'un mythe vivant. Le justicier implacable du grand écran, celui qui résolvait tout par la poudre et l'acier, se retrouvait soudain nu, désarmé et totalement impuissant face à l'agonie de sa raison de vivre. Il a remué ciel et terre, engloutissant des sommes astronomiques pour financer les traitements les plus pointus, allant jusqu'à suspendre sa carrière et refuser tous les contrats en or pour ne plus quitter son chevet d'une semelle. On dit qu'il restait assis des jours entiers, tenant sa main fragile, lui murmurant des confidences d'une douceur insoupçonnée. Hélas, la vraie vie se moque des happy ends hollywoodiens. Ici, aucun monteur ne peut couper la scène finale. Le 18 mai, Jill a rendu son dernier soupir emportant avec elle la seule lumière qui guidait encore Charles à travers les ténèbres de son existence. À la seconde précise où son cœur s'est arrêté, quelque chose s'est irrémédiablement brisé dans la mécanique du monstre sacré.
Ce n'était pas une faillite financière ou un scandale de tabloïd, mais un anéantissement émotionnel, total, absolu. Les journalistes, habitués à son masque de marbre, furent bouleversés par les clichés d'un vieillard voûté, le regard éteint, s'accrochant désespérément au fantôme d'un bonheur révolu. Après le drame, Charles a sombré dans une solitude sépulcrale. Il errait comme une âme en peine dans les couloirs de son immense domaine, conversant parfois à voix haute avec Jill, refusant d'admettre son absence. La machine hollywoodienne, vorace comme toujours, a tenté de le happer de nouveau sous les feux de la rampe, mais le cœur n'y était plus, la flamme s'était éteinte. La rage contenue qui donnait tant de puissance à ces personnages de justiciers s'était muée en une mélancolie infinie, un océan de tristesse sans fond. Il avait triomphé de la misère crasse, il avait conquis l'Olympe du cinéma, mais il venait de perdre la seule guerre qui comptait, celle contre la faucheuse. Alors qu'il croyait avoir touché le fond du désespoir, un ultime adversaire le plus sournois de tous guettait dans l'ombre pour lui asséner le coup de grâce et lui voler son dernier trésor, sa mémoire. C'est au crépuscule de sa vie, alors que le brouillard dévastateur de la maladie d'Alzheimer commençait à effacer un à un les chapitres de son histoire, que Charles Bronson a vécu un ultime instant de lucidité foudroyante. Cette révélation n'a pas eu lieu sous les projecteurs des plateaux télévisés, ni lors d'un gala prestigieux, mais dans le silence monacal de sa chambre, face à ses propres démons. On raconte que durant cette éclaircie miraculeuse, le vieil homme a retrouvé l'espace d'un instant la flamme ardente du guerrier qu'il fut jadis. Il n'a pas ouvert la bouche pour implorer la clémence, mais pour régler ses comptes avec l'existence une dernière fois avant le grand noir. Avant que l'oubli ne l'engloutisse définitivement, il a brisé ce mutisme qu'il entretenait depuis 80 ans pour pointer du doigt les 4 coupables, ses 4 ennemis, jurés auxquels il n'a jamais accordé le moindre pardon. En tête de sa liste noire figurait le spectre hideux de la misère qu'il avait hanté dès le berceau. Il revoyait avec une précision chirurgicale le petit garçon de Pennsylvanie, qu'il était grelottant de froid et humilié de devoir porter les vieilles robes de sa sœur faute de vêtements. Il ne pardonnait pas à cette indigence de lui avoir volé son insouciance, de l'avoir condamné à descendre dans les entrailles de la terre pour y respirer la poussière de charbon plutôt que le grand air. Le deuxième accusé au tribunal de sa mémoire était le système hollywoodien, cette usine à rêves brisés, qu'il avait réduit à une simple caricature violente. Il se remémorait chaque producteur borné qui avait délibérément ignoré son talent de peintre et sa finesse d'esprit pour ne commercialiser que sa brutalité physique. Il leur en voulait à mort d'avoir perverti son art, d'avoir fait de lui un produit hautement rentable, mais vide de sens, le forçant à endosser le costume du tueur, alors que son âme ne réclamait que la paix. Le troisième coupable, sans doute le plus cruel de tous, était ce destin implacable qui lui avait arraché Jill Ireland. Contre cet ennemi-là même, le plus gros calibre restait dérisoire. Une amertume viscérale le rongeait. Comment le destin avait-il pu être assez cruel pour lui offrir l'univers sur un plateau d'argent, seulement pour lui arracher ensuite la seule âme qui rendait ce succès supportable? Désormais, il devait affronter son 4e et ultime adversaire, une ombre silencieuse tapie dans la chambre, avec lui plus terrifiante que n'importe quel bandit de cinéma, l'oubli absolu. Il sentait avec une lucidité effrayante que cette pathologie dévorait sa mémoire, gommant son patronyme, dissolvant son passé et floutant jusqu'aux traits chéris de sa propre descendance. C'était une trahison intime, celle de sa propre chair, mais cet aveu de faiblesse ne marquait pas une capitulation. Au contraire, en identifiant clairement ses démons, Charles Bronson reprenait les rênes de son destin, refusant catégoriquement d'endosser le costume de la victime impuissante. Il proclamait sans dire un mot que malgré l'humiliation d'avoir dû porter les robes de sa sœur, faute de vêtements, malgré le dédain affiché par l'élite hollywoodienne, et face aux deuils successifs, il n'avait jamais plié le genou. Il avait traversé l'enfer et en était revenu. Cette posture relevait du panache pur, un dernier doigt d'honneur à la fois tragique et majestueux, adressé à la fatalité, avant que le rideau ne tombe définitivement sur sa scène intérieure.
S'il avait perdu quelques batailles contre la maladie, il avait remporté la guerre de l'image, imposant sa propre vérité derrière la carapace du monstre sacré du cinéma. Se terrait une humanité à fleur de peau que l'érosion du temps ne saurait jamais effacer totalement. La trajectoire brisée de Charles Bronson transcende de loin les codes habituels de la biographie de star pour toucher à une tragédie grecque, résonnant avec quelque chose d'universel, une vérité crue sur la condition humaine et ses souffrances cachées. Son épopée nous tend un miroir sans concession reflétant notre avidité malsaine pour les héros invincibles et notre capacité à consommer les mythes en oubliant l'homme qui suffoque sous le costume. Nous avons acclamé la brute épaisse, nous avons vénéré le justicier impitoyable. Mais qui, parmi nous, a pris le temps de scruter l'enfant blessé qui versait des larmes invisibles derrière ce masque de granit impénétrable? Son existence reste une piqûre de rappel brutale. La célébrité n'est bien souvent qu'un vernis doré, craquelant sur des cicatrices purulentes, et aucun chèque aussi gros, soit-il, ne pourra jamais racheter une innocence volée, ni combler le gouffre laissé par un amour disparu. Combien d'autres créateurs, combien d'âmes délicates ont été broyées sans pitié par cette industrie dévorante qui exige d'eux qu'ils deviennent des produits de consommation de masse avant d'être considérés comme des êtres vivants. Au crépuscule de sa vie, quand le générique final défile, que reste-t-il vraiment? Il subsiste cette dignité farouche, celle d'un homme qui a lutté jusqu'à son dernier souffle, pour ne pas laisser le monde extérieur dicter qui il était. Charles Bronson nous a enseigné une leçon magistrale. Le vrai courage n'est pas de brandir un revolver devant une caméra, mais de continuer à mettre un pied devant l'autre, quand tout s'écroule en soi, de rester digne face à la misère crasse, face au mépris des puissants et face à l'inéluctable mort. Il est l'incarnation parfaite de la résilience, le saint patron, de ceux qui doivent forger une armure d'acier pour protéger un cœur de cristal, prêt à se briser. Ces silences devenus légendaires n'étaient pas des vides, mais des abîmes de sens. C'était un hurlement muet, une plainte assourdissante que seul le recul des années nous permet enfin de décoder aujourd'hui. En refermant le livre de sa vie, ne gardons pas uniquement en tête le cliché du dur à cuire qui a tant fasciné le public français dans les salles obscures. Honorons la mémoire de Charles Lamoureux, Transi le peintre sensible et incompris, le gamin survivant de l'enfer des mines de Pennsylvanie. Il ne demandait probablement pas notre pitié. Cependant, il a conquis le droit inaliénable à notre respect le plus total. Il est permis d'espérer qu'à présent, loin des projecteurs aveuglants et de la cruauté du show-business, il a enfin déniché cette sérénité qu'il a fui toute son existence libéré de ses 4 démons. Adieu l'artiste, et merci d'avoir brûlé un peu de ta vie pour nous éclairer. Ton destin est désormais gravé non plus sur la pellicule fragile, mais dans l'inconscient collectif, comme une fable inoubliable sur le coup exorbitant du silence.